J'ai conduit 4 heures pour me rendre au dîner de famille. La petite amie de ton frère sera bientôt là, ne gâche pas ça pour nous. Mon père a poussé les assiettes dans mes mains. Je n'ai pas dit un mot. Puis elle est entrée, m'a regardé droit dans les yeux, elle s'est figée dans l'embrasure de la porte. J'ai conduit 4 heures pour arriver au dîner de famille. Mon père a désigné les assiettes et a dit, la petite amie de ton frère arrive. Ne gâche pas ça. Je n'ai rien gâché. J'ai mis la table. J'ai mis le tablier. J'ai servi la nourriture. Puis la petite amie de son fils s'est assise, m'a regardé à travers la pièce et est restée immobile. Elle savait déjà qui j'étais. Mon père, non. Il ne l'avait jamais su. Mon manteau était encore sur moi. Je n'avais même pas posé mon sac. Et on me donnait déjà une tâche. Je m'appelle Anna. Je travaille en rééducation pédiatrique. J'aide les enfants à se remettre de blessures et de traumatismes. C'est mon travail. Je vous en dirai plus à ce sujet plus tard, mais pour l'instant, ce qui compte, c'est que ma famille ne l'a jamais vraiment compris. Mon père l'a décrit une fois lors d'un dîner exactement comme celui-ci en disant, Anna fait une sorte de bénévolat. Il l'a dit devant tout le monde. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne le corrige jamais. Il était plus facile d'avaler cela que de commencer quelque chose qui se terminerait par lui me disant que j'étais trop sensible. Mon frère Jason est plus âgé que moi. Il a toujours été le centre de cette famille, de la même manière qu'une télévision est le centre d'un salon. Non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce que tout le monde s'organisait autour de lui. Mon père parle de Jason comme certaines personnes parlent d'investissement, avec fierté. Avec des chiffres, avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui regarde un graphique monter. Jason a obtenu le diplôme que mon père voulait. Jason a obtenu le travail que mon père respectait. Jason a suivi le chemin que mon père a tracé et ne s'en est jamais écarté. Et mon père l'aimait pour cela, parce que cela donnait à ses propres choix une impression de justesse. J'ai pris une direction différente. Je ne pense pas que mon père me l'ait jamais pardonné. Il ne l'a pas dit à voix haute. Il a simplement cessé de me voir. Pas tout d'un coup, progressivement. J'ai essayé une fois de lui parler de mon travail. Je me suis assise à cette même table et j'ai commencé à expliquer ce que je fais. Il a écouté pendant peut-être 30 secondes. Puis il a demandé si Jason avait appelé cette semaine. C'était la dernière fois que j'essayais. On apprend à arrêter de parler quand la personne en face de vous regarde déjà la porte. Ma mère est une femme discrète. Elle m'aime. Je le crois. Mais son amour vit à l'intérieur d'un système que mon père a construit et elle n'en est jamais sortie une seule fois. Elle suit son exemple en tout. S'il traite Jason comme l'événement principal et moi comme l'équipe de préparation, elle ne discute pas. Elle se contente de me tendre le tablier. C'est le mot, tablier. Je l'ai porté à chaque dîner de famille aussi loin que je me souvienne. C'est moi qui mets les assiettes. C'est moi qui remplis les verres d'eau. C'est moi qui débarrasse la table, charge le lave-vaisselle et nettoie le comptoir pendant que tout le monde passe au salon. Personne n'a jamais dit, Anna, assieds-toi et laisse quelqu'un d'autre le faire. Et j'ai cessé de m'attendre à ce qu'il le fasse, parce qu'à un moment donné, il est devenu plus facile de le faire que de sentir le silence quand je ne le faisais pas. J'ai enlevé mon manteau. J'ai posé la bougie sur le comptoir où personne ne la remarquerait. J'ai mis le tablier. J'ai commencé à mettre la table. Mon père est revenu vérifier les assiettes et m'a dit d'utiliser les bonnes, le service blanc avec le liseré doré. J'ai demandé pourquoi. Il a dit que l'invité de Jason était importante et qu'il voulait que la table ait l'air correcte. Je venais à ces dîners depuis des années avec les assiettes de tous les jours. Les bonnes assiettes sortaient pour la petite amie de Jason avant même qu'elle ne franchisse la porte. C'est comme ça que ça marche dans cette famille. On établit la norme en fonction de qui est important. Et je n'avais jamais été la personne qui élevait le niveau. J'ai mis les assiettes. J'ai compté les chaises. J'ai sorti les serviettes, les verres et les couverts. J'ai mis un carton à la place de Jason. Ma mère en avait écrit un. Il disait le Jason plus invité. J'ai regardé le reste de la table. Il n'y avait pas de carton pour moi. Il n'y en avait jamais. Je ne sais pas pourquoi cela m'a frappé ce soir-là. C'était comme ça depuis des années, mais parfois on voit quelque chose qu'on a vu 100 fois.
Et la 101e fois, l'impact est différent. Je suis resté là, tenant une fourchette et regardant l'espace vide où mon nom n'était pas. Et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de la colère exactement, plutôt une fatigue, du genre qui ne vient pas d'un manque de sommeil. Mon père est entré dans la cuisine pendant que je finissais. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Il a dit, cette fille que Jason amène semble sérieuse. Il a dit, ça pourrait être une grande affaire pour lui. Puis il m'a regardé et a dit, sois simplement normal ce soir. Ne ramène pas tout à toi. Ne gâche pas ça. Je tenais une cuillère de service. Je l'ai regardé. Je voulais lui demander quand j'avais jamais gâché quoi que ce soit. Je voulais lui demander quand j'avais jamais ramené quoi que ce soit à moi. Je voulais lui demander s'il savait même ce que je faisais dans la vie, où je vivais ou si j'étais heureuse. Mais je n'ai rien demandé de tout cela. J'ai juste dit d'accord parce que c'est ce que je fais. Je dis d'accord, je mets les assiettes, je porte le tablier et je disparais dans la fonction d'être utile pour que personne n'ait à gérer l'inconvénient que je sois une personne. Les invités ont commencé à arriver, la famille élargie, quelques amis de mon père, la sœur de ma mère, qui commentent toujours à quel point j'ai l'air mince et le pensent comme une inquiétude, mais le dit comme un compliment. La maison s'est remplie comme elle se remplit toujours de bruit et de chaleur destinés à d'autres personnes, pendant que je me déplace sur les bords, m'assurant que tout fonctionne. Jason est arrivé environ 20 minutes avant le dîner. Il est entré comme il le fait toujours, confiant, à l'aise, comme si la maison se recalibrait d'elle-même quand il entre. Mon père s'est levé. Ils se sont serrés la main. Mon père a dit quelque chose à propos du nouveau projet de Jason au travail. Et Jason a souri et ils ont eu une conversation qui a duré plus longtemps que n'importe quelle conversation que mon père a eue avec moi au cours des 5 dernières années. J'observais depuis la cuisine, tablier sur moi, cuillère de service à la main, invisible. Puis Jason s'est tourné vers la porte et a dit, « Elle gare la voiture. » Il avait l'air excité, un peu nerveux. C'était étrange de voir mon frère nerveux. Il n'est pas du genre. Mais cette fille signifiait clairement quelque chose pour lui. La porte s'est ouverte. Une femme est entrée. Elle avait à peu près mon âge, des cheveux foncés, un visage chaleureux. Elle a souri à Jason. Il a posé sa main sur son dos et a commencé à la présenter à la pièce. Mon père lui a serré la main. Ma mère l'a serré dans ses bras. Tout le monde a souri. Tout le monde l'a accueillie. Elle était déjà mieux traitée dans ces 30 premières secondes que je ne l'avais été au cours des 30 dernières années. Elle s'appelait Claire. Jason l'a fait faire le tour de la pièce. Elle souriait à chaque personne, polie, sincère. Elle semblait être une bonne personne, le genre de personne qui fait attention. Et puis Jason l'a amenée vers la cuisine, vers moi. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Et quelque chose s'est produit que je n'attendais pas. Son visage a changé, pas de façon spectaculaire. Son sourire n'a pas disparu, mais quelque chose derrière ses yeux a changé, comme une fenêtre qui s'ouvre. Elle m'a reconnu. Je pouvais le voir. Elle savait qui j'étais, et pas d'après une photo que Jason lui avait montrée. D'ailleurs, d'un endroit réel. Elle a légèrement ouvert la bouche comme si elle allait dire quelque chose. Puis elle s'est arrêtée. Elle a regardé Jason. Elle m'a regardé de nouveau. Elle a dit, « C'est un plaisir de vous rencontrer. » M. Et sa voix était différente de celle qu'elle avait utilisée avec tout le monde. Plus douce, comme si elle retenait quelque chose. J'ai dit, « Plaisir de vous rencontrer aussi. » Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Je ne savais pas comment elle me connaissait. Je ne savais pas pourquoi ses yeux avaient cette apparence, comme si elle regardait quelqu'un à qui elle pensait depuis longtemps. Elle m'a serré la main quand nous nous sommes salués, juste une seconde, fermement, intentionnellement. Puis elle s'est tournée et a suivi Jason jusqu'à la table. Je suis resté dans la cuisine avec la cuillère de service, le tablier et les assiettes que j'avais mises pour une famille qui ne me voyait pas. Et j'ai pensé à la façon dont elle m'avait regardé, comme si je n'étais pas invisible, comme si j'étais le contraire de l'invisible. Je ne savais pas encore pourquoi elle me connaissait, mais je pouvais le sentir dans ma poitrine. Quelque chose allait changer à cette table ce soir. Et pour la première fois depuis des années, ce ne seraient pas les assiettes. Le dîner a commencé comme il commence toujours. J'ai apporté les plats.
J'ai rempli les verres d'eau. Je me suis assuré que la corbeille à pain était pleine, que le beurre était mou et que les cuillères de service étaient dans les bons bols. Personne ne m'a remercié. Non pas parce qu'ils étaient ingrats, mais parce qu'ils ne le remarquaient pas. C'est pire que l'ingratitude. L'ingratitude signifie que quelqu'un a vu ce que vous avez fait et a choisi de ne pas le reconnaître. Ma famille ne l'a jamais vu, tout simplement. J'étais un meuble. Je faisais partie du système qui faisait fonctionner la soirée. On ne remercie pas une table d'être une table. Claire était assise en face de Jason. Je l'ai observée pendant les premières minutes. Elle était polie. Elle riait au bon moment. Elle répondait aux questions sur son travail, sa famille et la façon dont elle et Jason s'étaient rencontrés. Mais quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir. Toutes les quelques minutes, ses yeux se tournaient vers moi. Pas de manière évidente, juste un coup d'œil. Rapide, puis de retour à celui qui parlait, comme si elle prenait de mes nouvelles, comme si elle regardait quelque chose se dérouler que personne d'autre ne pouvait voir. Je me suis dit que j'imaginais. Je me suis assise au bout de la table, près de la cuisine, car c'est là que je m'assois toujours, près de la porte pour pouvoir me lever rapidement quand quelque chose doit être rempli. Je n'avais pas enlevé le tablier. Je ne le fais jamais pendant le dîner. Il reste en place jusqu'à ce que la dernière vaisselle soit lavée. Quelqu'un m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je ne me souviens pas qui. C'était désinvolte, le genre de question que les gens posent quand il y a une pause dans la conversation et qu'ils ont besoin de la combler. J'ouvre la bouche pour répondre. Mon père est arrivé le premier. Il a dit, Anna fait une sorte de bénévolat. Il l'a dit avec un petit sourire. Le sourire que les gens utilisent quand ils sont généreux à propos de quelque chose qu'ils ne respectent pas. Il a dit, c'est bien ce qu'elle fait, mais c'est plus un projet passion qu'une vraie carrière. Il m'a regardé en le disant, non pas avec cruauté, mais avec la confiance d'un homme qui croit être précis. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai arrêté de le corriger il y a des années. Mon travail n'existait pas dans son monde, et lutter pour le faire exister demandait plus d'énergie qu'il ne m'en restait après avoir mis toutes les assiettes. J'ai baissé les yeux sur ma nourriture. J'ai déplacé quelque chose avec ma fourchette. Je pouvais sentir Claire me regarder. Sa mâchoire était crispée. Je l'ai remarqué parce que c'était le seul visage à cette table qui réagissait à ce qui venait de se passer. Tous les autres étaient passés à autre chose. La description de ma carrière par mon père avait duré environ 8 secondes et la conversation avait déjà basculé sur autre chose. 8 secondes. C'est le temps qu'il faut pour effacer quelqu'un à une table de dîner. Quelques minutes plus tard, quelqu'un a mentionné la promotion de Jason. Mon père s'est redressé. Il a parlé de l'entreprise de Jason, de la croissance, de la trajectoire. Il a utilisé des mots comme impressionnant et autodidacte, et je l'ai regardé s'illuminer comme il s'illumine chaque fois que le nom de Jason est associé à un succès. Puis quelqu'un a dit, vous devez être fier de vos 2 enfants. Une chose normale à dire. Une chose polie, une chose qui suppose qu'un père voit ses 2 enfants. Mon père a fait une pause. Il a dit, Jason a vraiment tracé son propre chemin. Puis il m'a regardé et a dit, Anna fait aussi son propre truc. À sa manière. À sa manière. 4 mots. Assez doux pour paraître encourageant. Assez spécifique pour signifier moins que. Claire a posé sa fourchette. Je l'ai entendu. Le petit bruit du métal sur la porcelaine. Elle regardait mon père, non pas avec colère, mais avec quelque chose que je ne pouvais pas nommer au début. Plus tard, j'ai réalisé que c'était de l'incrédulité. Le genre qui vient quand on regarde quelqu'un naître petit devant les autres et que personne dans la pièce ne semble le remarquer. Elle a dit, excusez-moi. La table est devenue silencieuse. Elle a dit, j'ai une question. Elle a regardé mon père. Elle a dit, savez-vous ce que Anna fait réellement? Pas la version que vous venez de décrire. Ce qu'elle fait réellement. Mon père a cligné des yeux. Il a commencé à dire quelque chose. Elle n'a pas attendu. Elle a dit, je sais ce qu'elle fait. Sa voix était stable, mais je pouvais voir que ses mains ne l'étaient pas. Elle s'agrippait au bord de la table. Elle a dit, je le sais parce qu'elle et puis elle s'est arrêtée. Elle a fermé les yeux une seconde, a recommencé. Elle a dit, ma sœur a failli perdre la capacité de marcher.
Elle a regardé Jason et a dit, c'est en fait comme ça que nous nous sommes rencontrés. Lily était en rééducation à la même clinique, connectée à l'hôpital où Jason travaille. J'étais là chaque semaine pour récupérer ma sœur. C'est comme ça que j'ai trouvé Jason. Et c'est comme ça que je connaissais déjà Anna avant ce soir. La pièce est devenue très silencieuse. Elle a dit que Lily avait eu un accident. Elle n'était qu'une enfant, 7 ans. Elle ne pouvait pas marcher. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle le pourrait à nouveau. Claire a pincé les lèvres. Elle essayait de se contenir et je pouvais voir que cela lui coûtait tout. Elle a dit que Anna était venue tous les jours pendant des mois. Elle a dit que ma sœur criait, jetait des objets et refusait de faire les exercices, et que Anna s'asseyait par terre avec elle à chaque fois. Elle a fait une pause. Elle a dit, je suis désolée. Elle a essuyé son œil avec le dos de sa main. Puis elle a dit, le jour où Lily a fait ses premiers pas après l'accident, elle n'a pas marché vers moi. Elle n'a pas marché vers ma mère. Elle est allée droit vers Anna. La voix de Claire s'est brisée sur cette dernière partie. Elle n'a pas essayé de la réparer. Elle a regardé mon père. Elle n'était plus calme. Elle a dit, je suis assise ici toute la soirée et je vous ai écouté. Elle s'est arrêtée, a pris une inspiration, a recommencé. Je vous ai écouté parler de votre fils comme s'il était le seul enfant que vous ayez élevé, puis parler de votre fille comme si elle, je ne sais même pas comment appeler ça. Comme si elle ne comptait pas. Elle a dit, cette femme a passé des mois par terre avec ma sœur de 7 ans à lui réapprendre à marcher. Et vous venez d'appeler ça du bénévolat. Vous ne savez pas ce qu'elle fait. Vous n'avez jamais demandé. Personne n'a bougé. Mes mains étaient sur mes genoux et je serrais mes propres doigts si fort qu'ils étaient blancs. Je regardais mon assiette parce que si je levais les yeux, j'allais pleurer et je ne voulais pas pleurer à cette table. Pas ce soir. Pas devant des gens qui ne m'avaient jamais rien demandé qui vaille la peine de pleurer. Mon père n'a pas parlé. Il a juste regardé son assiette. Je pense que c'était la première fois de sa vie qu'il n'avait pas une version de l'histoire prête. Ma mère était assise très droite. Ses mains étaient à plat sur la table. Elle ne regardait ni mon père, ni Claire, ni moi. Elle regardait l'assiette en face d'elle. La bonne assiette, la blanche avec le liseré doré, l'assiette qui avait été sortie pour Claire. Et je pense qu'à ce moment-là, elle pensait à tous les dîners que j'avais servis sur des assiettes de tous les jours et à toutes les soirées où j'avais débarrassé la table pendant qu'elle allait au salon. Je ne le sais pas avec certitude, mais quelque chose dans sa posture a changé, comme si l'air s'était échappé d'elle. Jason fixait Claire, non pas avec la confiance avec laquelle il était entré. Sa bouche était légèrement ouverte. Il a regardé autour de la table lentement, vers moi, vers mon père, vers mon tablier, vers les assiettes que j'avais mises, vers la cuisine dans laquelle j'étais entré et sorti toute la nuit. Je pense que c'était la première fois qu'il voyait la pièce telle qu'elle était réellement, au lieu de la façon dont elle avait toujours été arrangée pour lui. Claire était toujours assise droite. Ses yeux étaient humides, mais elle ne les avait pas essuyés. Elle a repris sa fourchette. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas dit pardon pour l'explosion. Elle a simplement repris sa fourchette et a pris une bouchée, comme si elle avait dit ce qui devait être dit et que le reste n'était pas son problème. Le dîner a continué. D'une manière ou d'une autre, les gens ont recommencé à parler lentement, d'autres choses. La nourriture, le temps, la nouvelle maison d'un cousin. La conversation a continué comme l'eau qui contourne un rocher. Elle a contourné ce qui venait de se passer parce que personne ne savait comment le traverser. Je suis resté assise à mon bout de la table, tablier sur moi, les mains sur les genoux. Quelque chose en moi s'était fissuré, et je ne savais pas encore si ce qui en sortait était du chagrin ou du soulagement. Ils se ressemblent parfois, comme une pression qui se libère d'un endroit que vous aviez oublié être plein. Quand les assiettes ont été vides, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai commencé à me lever. J'ai tendu la main vers le plat le plus proche. Ma main était sur l'assiette quand je me suis arrêté. J'ai regardé le tablier. J'ai regardé la table. J'ai regardé la cuisine dans laquelle j'étais entré des centaines de fois. J'ai dénoué le tablier. Je l'ai plié. Je l'ai posé sur la table à côté de mon assiette. Et je me suis rassise. Personne n'a rien dit, mais tout le monde l'a vu. Personne n'a débarrassé la table. Cela n'était jamais arrivé auparavant.
Les assiettes sont restées là avec les restes de nourriture qui refroidissaient et les verres à moitié vides, et le tablier plié à côté de ma chaise, comme un drapeau que quelqu'un aurait déposé. Je ne sais pas ce que les gens ont fait après que je me sois rassise. Je pense que certains d'entre eux sont allés au salon. Je pense que ma mère a commencé à ranger des choses à un moment donné. J'ai entendu des portes de placard s'ouvrir et se fermer. Cela semblait inhabituel, comme si la maison ne savait pas quoi faire quand quelqu'un d'autre faisait le travail. Je suis sorti. J'avais besoin d'air. Je me suis assise sur les marches du perron, j'ai posé mes mains sur mes genoux et j'ai respiré comme on respire quand on essaie d'empêcher quelque chose dans sa poitrine de déborder. La nuit était fraîche. Je pouvais entendre la vaisselle à travers la fenêtre. Je pouvais entendre des voix, étouffées, prudentes, le genre de voix que les gens utilisent quand ils savent que quelque chose s'est passé, mais ne veulent pas être les premiers à le nommer. Claire est sortie quelques minutes plus tard. Elle n'a pas demandé si je voulais de la compagnie. Elle s'est simplement assise à côté de moi sur la marche. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. Elle regardait la rue. Je regardais mes mains. Puis elle a dit, « Je suis désolée d'avoir fait ça devant tout le monde. » J'ai dit, « Ne t'excuse pas. » Elle a dit, « Je ne prévoyais pas de dire quoi que ce soit. Je ne pouvais tout simplement pas rester assise là et l'écouter parler de toi comme ça. Pas quand je sais ce que tu as fait pour Lily. » Je ne savais pas quoi dire. Je ne suis pas doué pour recevoir les choses. Les compliments, la gratitude, l'attention. J'ai passé toute ma vie à donner ces choses à d'autres personnes et à me tenir derrière la porte de la cuisine pendant qu'ils les recevaient. Avoir quelqu'un qui se bat pour moi à une table de dîner était si inhabituel que je ne savais pas où le mettre dans mon corps. Cela reposait dans ma poitrine comme quelque chose de chaud qui n'avait pas encore d'étagère. Elle m'a dit que Lily allait bien. Elle a dit que Lily parlait de moi. Elle a dit que chaque fois qu'elles vont à un rendez-vous chez le médecin, Lily demande si Anna sera là. Elle a dit que mon nom fait partie du vocabulaire de Lily, comme un professeur préféré ou un endroit sûr. Elle a dit, Lily ne sait pas ce que j'ai sacrifié, ni combien d'heures j'ai passé par terre avec elle, ni combien de fois je suis rentré à la maison après une séance et suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes parce que j'étais trop fatigué pour entrer. Mais elle connaît mon nom. Et elle le dit avec confiance. Et ça, a dit Claire, c'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent dans une vie. J'ai regardé le ciel. Je pense que j'essayais de ne pas pleurer à nouveau. J'étais fatigué de presque pleurer. J'avais presque pleuré depuis que j'avais franchi la porte ce soir-là avec une bougie que personne n'avait regardée. La porte d'entrée s'est ouverte derrière nous. Jason est sorti. Il est resté là une seconde, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Puis il s'est assis, pas à côté de moi, à quelques pas, de l'autre côté de la marche, assez près pour être présent, assez loin pour ne pas envahir. Il est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a dit, je n'étais au courant de rien de tout ça. J'ai dit, le fait que tu ne saches pas n'est pas le problème. Le fait que tu n'aies jamais demandé est le problème. Tu ne m'as jamais demandé une seule fois ce que je fais, ni comment s'est passée ma journée, ni si je vais bien. Tu es mon frère et tu ne sais rien de ma vie parce que tu n'as jamais posé une seule question. Il n'a pas discuté. Il n'a pas donné d'excuses. Il est simplement resté assis là, a laissé la vérité atterrir et est resté à ses côtés. C'était le moment le plus honnête que j'ai jamais eu avec mon frère. Claire le regardait en silence. Je pense que Jason l'a senti même s'il ne le comprenait pas. Nous sommes restés assis sur ces marches pendant peut-être 20 minutes. Personne n'a essayé de conclure. Personne n'a fait de discours. Nous sommes simplement restés là avec l'air de la nuit, le son de quelqu'un d'autre faisant la vaisselle et le poids d'un dîner de famille qui avait enfin dit la vérité. Je suis parti vers 22 heures. J'ai dit au revoir à quelques personnes à l'intérieur. Ma mère m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas l'étreinte habituelle. C'était plus serré. Elle m'a tenu un instant de plus que jamais auparavant. Elle n'a rien dit sur ce qui s'est passé à table, mais elle m'a serré dans ses bras comme si elle le pensait. Et c'était assez différent pour compter. Mon père se tenait près de la porte d'entrée quand je me suis dirigé vers elle, les bras le long du corps. Il ne bloquait pas la porte. Il se tenait juste près d'elle, comme s'il avait quelque chose à dire, mais que sa bouche et son cerveau ne coopéraient pas. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Sa mâchoire a bougé. Rien n'est sorti. Puis il a dit,
conduis prudemment. 2 mots, pas une excuse, pas une reconnaissance. Juste conduis prudemment. Mais sa voix était différente, plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Comme si les mots portaient plus de poids qu'ils n'étaient censés en avoir. Je suis allé à ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais regardé en arrière vers cette maison pendant 30 ans, en espérant que quelqu'un vienne à la porte et me voie vraiment. Et ce soir, quelqu'un l'avait enfin fait. Ce n'était simplement personne que j'attendais. Les semaines ont passé. Claire et moi avons commencé à parler. Pas du dîner, de Lily, de ses progrès. Elle m'a envoyé une photo un après-midi. Lily sur une balançoire, souriante. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Puis mon père m'a envoyé un message. J'ai failli ne pas l'ouvrir. J'ai fixé son nom sur mon écran pendant 1 minute entière avant de l'ouvrir. C'était court. Il disait, Claire m'a parlé de Lily. C'était tout. Pas d'excuses. Pas de j'avais tort. Pas de j'aurais dû savoir. Juste le nom de la fille, Lily. L'homme qui appelait mon travail du bénévolat avait écrit le nom de l'enfant dont j'avais aidé à reconstruire la vie. Il n'a pas dit qu'il était fier. Il n'a pas dit qu'il comprenait, mais il a écrit son nom. Et pour un homme qui n'avait jamais demandé une seule fois ce que je faisais, écrire le nom de quelqu'un que j'avais aidé était le plus grand pas qu'il ait jamais fait dans ma direction. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé à tous les dîners, toutes les assiettes, tous les tabliers. Et puis j'ai pensé au fait qu'il avait tapé 4 mots sur une petite fille qu'il n'avait jamais rencontrée et les avait envoyés à la fille qu'il n'avait jamais vue. Ce n'était pas suffisant. Mais c'était la première chose qu'il m'ait jamais donnée qui ne soit pas une tâche. Quelques semaines plus tard, Claire m'a invité chez ses parents. Elle a dit que Lily avait demandé de mes nouvelles. Elle a dit que Lily avait quelque chose à me montrer. J'ai dit, d'accord. J'y suis allé un samedi matin. Je me suis garé dans la rue. J'ai remonté l'allée. La porte d'entrée était ouverte. Je pouvais voir dans le couloir. Puis je l'ai vue. Lily est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle se tenait debout toute seule. Pas de mur, pas de rampe, pas de main pour la soutenir. Juste une petite fille de 7 ans debout sur 2 jambes dont les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle la porterait à nouveau. Elle m'a vu. Son visage s'est ouvert comme le font les visages des enfants quand ils voient quelqu'un en qui ils ont confiance. Et puis elle a fait quelque chose que je porterai en moi pour le reste de ma vie. Elle a marché vers moi, pas vite, prudemment, un pas à la fois. De la manière dont elle s'était entraînée des centaines de fois par terre avec moi à ses côtés. Chaque pas était délibéré, un peu instable et absolument le sien. Elle a descendu le couloir. Elle a franchi la porte. Elle a traversé le porche. Et quand elle m'a atteinte, elle a mis ses bras autour de mes jambes et s'est accrochée. Je suis tombé à genoux. Je l'ai tenue. Je pouvais sentir son cœur battre contre ma poitrine et ses petites mains agripper ma chemise. Elle sentait le savon, l'extérieur et quelque chose de doux que je ne pouvais pas identifier. Je l'ai serré contre moi et tout ce que j'avais porté pendant 30 ans, chaque assiette, chaque tablier, chaque fois où je n'avais pas été vu, est devenu silencieux. Pas disparu, juste silencieux. Parce que cet enfant me voyait. Cet enfant a marché vers moi sur des jambes qu'elle a reconstruites avec mon aide. Et elle a dit mon nom comme si c'était le mot le plus sûr qu'elle connaissait. Claire se tenait à l'intérieur de la porte. Elle pleurait. Je pleurais aussi. J'étais à genoux sur un porche, tenant une petite fille qui, il n'y a pas si longtemps, pouvait à peine se tenir debout. Et maintenant, elle venait de marcher vers moi comme si j'étais sa maison. Mon père a appelé mon travail du bénévolat. Il a dit que je faisais mon propre truc à ma manière. Il a dit, ne gâche pas ça. C'est ce que je fais. Je m'assois par terre avec des enfants qui ont peur et j'y reste jusqu'à ce qu'ils n'aient plus peur. Je suis là quand personne d'autre ne l'est. Je m'accroche quand les gens lâchent prise. Et parfois, si j'ai de la chance, l'un d'eux marche vers moi sur ses 2 pieds. Et cela a plus de valeur que tout ce que l'on m'a jamais tendu à une table de dîner. Certaines personnes passent leur vie entière à mettre la table pour une famille qui ne les voit jamais. Si c'est vous, je veux que vous entendiez ceci. Les personnes qui vous voient pourraient ne pas partager votre nom de famille. Elles pourraient ne pas s'asseoir à votre table.
Elle pourrait être assez petite pour tenir dans vos bras, mais elle vous voit. Et parfois, elle marche vers vous, un pas prudent à la fois. Et cela a plus de valeur que n'importe quelle assiette que vous ayez jamais mise. Quelqu'un vous a-t-il déjà vu quand votre propre famille ne le pouvait pas? Dites-moi qui. Dites leur nom. Ils le méritent. Et dites-moi d'où vous regardez en ce moment. Je veux savoir qui est ici. Si cela vous a touché, abonnez-vous. Je vous retrouverai dans la prochaine.